Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle critique, une nouvelle vidéo sur le nouveau Spielberg Disclosure Day. Un film sorti en 2026 réalisé par notre bon vieux Steven Spielberg avec Josh O'Connor, Emily Blunt et Colin Firth. C'est un film qui a coûté 115 millions de dollars, il en a rapporté un peu plus de 90 actuellement, il est en cours d'exploitation, il dure 2h25 et qu'est-ce qui se passe pendant 2h25 ? Eh bien pour moi c'est un peu la grande question, qu'est-ce qui se passe dans un film pareil ? Eh bien c'est une course aux informations, une course pour empêcher de divulguer la présence d'aliens qui a eu lieu sur Terre. J'avais une envie de croire un peu au film, c'est un petit peu le sujet de plusieurs Spielberg, et pour quel résultat ? Eh bien sachez que assez tôt dans le film j'ai commencé à bâiller, et pas parce que je manquais d'heures de sommeil, mais juste parce que le film ne m'a pas du tout intéressé, je n'étais pas du tout intrigué, et ce, presque dès la première scène. Au-delà d'une campagne marketing absolument affreuse, la bande-annonce vantait un grand spectacle et ce n'est pas du tout un grand spectacle. Le terme blockbuster pour Disclosure Day, je crois, ne devrait pas être appliqué. On peut toujours se protéger en disant que ça va diviser, va trouver un film qui ne divise pas, ça pourrait être marrant, mais c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas l'éducation ou que c'est générationnel, et au bout d'un moment, l'idée d'être divisé ou pas divisé autour d'un film, on s'en fout. Je vais faire un retour un petit peu rapide, voilà, j'avais envie d'en parler, et si vous souhaitez un texte précis, par contre, sur le sujet, sur le film, il y a un très bon papier sur le site de Criticat par Josué Morel. Le début du projet a été le traitement par Spielberg lui-même en 2023, en été 2023. Puis après, nous avons un de ses collaborateurs, un scénariste, David Koepp, qui a fait plein de versions du projet, plein de versions de l'histoire. J'ai lu qu'il y en avait plus de 42 pour être précis, et je crois que ça se voit un petit peu dans le film, c'est un peu un foutoir. On est sur une chasse, clairement pendant 2 heures sur 2h25, on est sur une chasse. Mais pas une chasse aux aliens, ce n'est pas un film d'investigation, loin de là. C'est une chasse de gens qui savent et qui veulent empêcher d'autres gens de montrer. C'est un empêchement de révélation. Donc c'est plus une idée d'empêcher les gens de voir, d'avoir tout d'un coup une révélation, mais dans un terme quasi biblique. Le film commence directement dans l'action d'ailleurs, mais une action qui n'est pas importante. C'est une action de catch, voilà, c'est vraiment in media res, on commence avec des combats dans un ring. Et j'ai bâillé pendant le film, c'est dingue. Un vrai foutoir, comme je disais. On sent tellement les tonnes de versions, il y a beaucoup de choses qui ont du mal à s'imbriquer, et il y a aussi beaucoup de choses qui sont dites qui ne sont pas montrées, avec des tunnels d'explications, de dialogues sur la croyance religieuse. On sent qu'il y a quelque chose qui traverse Spielberg dans certaines de ses œuvres vis-à-vis de la croyance. Et là, je me suis ennuyé. Et c'est ma faute. Je pense que le film, il est ce qu'il est. Et j'ai pu discuter avec des gens qui l'ont beaucoup aimé. Mais oui, alors moi, je me suis perdu dans ce que le film veut raconter. Et le fait que le film fonctionne sur des systèmes de boucles de rattrapage et d'échappatoire, vous savez, ils se font attraper, ou en tout cas les ennemis se rapprochent d'eux, puis après ils s'en vont, et après ils se font rattraper, et après ils s'en vont, ils leur échappent plusieurs fois, et tout ça, ça donne l'impression que la course-poursuite, elle fait un peu du surplace, voilà, avec toujours les mêmes mécaniques. On est là, on attend qu'il se passe quelque chose, pendant 2 heures il se passe rien, et les 30 dernières minutes, enfin il y a quelque chose qui se révèle. C'est très déséquilibré, et je pense que c'est le fait qu'il y ait autant de versions différentes de script. Que les choses, vous savez, sont remaniées, au point que tout d'un coup les choses se divisent, se diluent, et se perdent un petit peu dans une ossature solide de narration, de comptage. Ça ne fait pas vraiment peur. Est-ce qu'on attendait qu'un film comme ça fasse peur ? Non, mais il n'y a pas beaucoup de tension. Et donc on se fait un peu chier. Mais je pense qu'aussi il n'a plus peur de grand-chose, Spielberg. Et donc il ne nous donne plus de frissons. Tout ça est un peu vague,
peut-être vain. Et la traque des gens prend une immense place dans le récit, ce qui, en plus de ne pas être bien, prend de la place sur d'autres considérations. Ce qui fait qu'il n'y a pas de montagne russe. Il y a des péripéties, bon, mais avec tout ce qu'on a vu, ce sont des péripéties qui sont peut-être un peu trop simples. Elles ne sont pas très organiques. On a quand même 2 heures de méli-mélo et il y a quelque chose qui se passe enfin. Mais déjà, on a peut-être perdu l'intérêt. Mais quand l'intérêt peut revenir, d'avoir quelque chose, eh bien on nous le refuse. On nous le dit, mais en fait non. Et juste à la fin, voilà. Et ça c'est vrai que c'est un petit peu vain, parce que dans le film, la rencontre a déjà été faite. Hein, on n'est pas sur une fin qui reprend l'espèce de côté flamboyant du rencontre des troisième types. Hein, absolument pas. Mais j'aurais peut-être souhaité voir la conséquence de cette révélation au monde. Le monde a d'ailleurs du mal aussi à exister dans le film. On nous évoque, voilà, il y a une troisième guerre mondiale quelque part, mais on s'en fout, voilà, c'est une toile de fond très peu ancrée dans les paniques, la peur panique des gens. Tout ça est un petit peu... C'est un film de route, hein, principalement, quand même, il faut dire ce qui est. Et le film ne travaille pas du tout notre imagination. Il n'y a pas de réponse de ce que le film pourrait proposer aux questions de rencontre du troisième type. Ce n'est pas, ou je ne l'ai pas perçu comme ça, un complément à ces films précédents sur les aliens. Ou alors il y a une perspective qui me manque. Et je pense que cette perspective doit se jouer au niveau justement de la révélation et de tout ce travail autour de l'ufologie comme croyance, comme religion. Et c'est sa conviction à Spielberg. Hein. I want to believe, hein, comme ce qui est écrit dans X-Files. Hein, c'est l'envie de croire aux aliens. Mais l'ufologie considérée comme une religion, bon là c'est un peu les délires d'un vieux monsieur. Hein, je suis désolé de le dire comme ça. Très bien, la question de la croyance se pose dans le film. Elle ne s'oppose pas forcément à la hauteur des aliens, mais plutôt envers les images, comme c'est le cas dans beaucoup de Spielberg. La révélation, elle est diffuse. Elle rend le film impalpable, je trouve. C'est-à-dire qu'on a une question et on n'a pas de réponse. Si la révélation, c'est nous dire « ils existent », c'est pas une réponse à une question. Vraiment, les aliens existent, mais on s'en fout. Et je pense que notamment on s'en fout parce que ça vient d'une autorité. Les mecs passent leur temps à être dans des espèces de magouilles. C'est presque un peu un film de complot par moment. On a un peu cette impression, voilà, de passer par des systèmes de petits groupes pour favoriser tout d'un coup l'arrivée d'un messie à travers des changements de véhicules, des petits hôtels miteux, des petites choses comme ça, hein, et au final pour passer à la télévision. Je veux dire, là on est dans un environnement où Spielberg ne prend pas en compte TikTok, mais on est encore une fois sur le flux télévisé. La télé dit encore la vérité pour Spielberg, alors que ça fait longtemps que ce n'est plus le cas. Ça fait très longtemps que ce n'est plus le cas. Ou alors qu'elle est verrouillée en fait, qu'elle est verrouillée par des instances. Donc là, bon, ça fait doucement rire, c'est un peu... En fait, c'est un film un peu en retard. Hein. Les films de complot sont toujours d'actualité. Hein. Under the Silver Lake est un film de complot. Et je dis pas un film où il y a des complots, mais un film de mentalité de complot, je devrais dire. C'est toujours le cas, il y en a toujours, on en trouve toujours. Mais là, le rapport technologique, le rapport médiatique, en effet, il y aurait à dire, il y aurait à questionner, mais ce sont des questions qui ont été résolues il y a 15 ans, à mon sens. Je dois aussi vous dire que j'étais un peu surpris de proposer les images d'archives des aliens très très tôt dans le récit. À un moment, il dit, justement, notre Daniel, joué par Josh O'Connor, à Jane, qui est sa compagne, son ex-compagne, je ne sais plus exactement, je ne vais pas te le dire, je vais te le montrer. Bon, très bien. Il lui montre des images des aliens. Très bien. Ça arrive très très tôt dans le récit. Et finalement, j'ai pas l'impression que ça ait tant d'impact que ça. Peut-être parce qu'on est habitué à ces images d'aliens. L'image d'aliens s'est popularisée. Ça fait partie de la pop culture, surtout le design que Spielberg propose. Ça fait plus beaucoup d'impact. Donc quand les gens sont choqués ou émerveillés, bon, on s'en fout. Et ça, c'est un problème. Il aurait fallu rarifier ces images pour qu'à la fin, on ait une vraie sidération de voir un alien
de voir un alien devant nous, ou de voir un alien dans les visions de fables. Et là, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas convaincu de ce choix. Alors en effet, c'est un puissant motivateur de personnages. Ça relance un intérêt par rapport au conflit de la non-croyance. L'idée du film, c'est quand même de faire croire. Cependant, je trouve que ça annule aussi l'effet de sidération. Est-ce qu'il cherche un effet de sidération ? On en reviendrait à la rencontre du troisième type, j'en suis pas certain. Sauf que nous attendions Spielberg aussi pour de la sidération, et j'entends un public large. Bien sûr, des cinéphiles et des décrypteurs, eux, voient d'autres choses, mais il est clair que ce film-là ne se destine, j'ai envie de dire, pas à eux, ou pas exclusivement à eux. Donc les gens qui trouvent que le film est un chef-d'œuvre parce qu'ils arrivent à faire des décryptages religieux, excusez-moi, mais on n'est pas aux États-Unis. En France, on croit quand même un petit peu moins, et on est moins au fait aussi de toute la culture religieuse autour d'icônes, de figures, d'histoires, et de moins en moins d'ailleurs. Donc cette perspective de voir des choses, elle est vraiment mise à mal, et on perd en fait, on perd de la compréhension sur ce récit-là. Et je trouve sur ce récit-là bien plus que les précédents films de la décennie d'avant. C'est peut-être un brin trop familier aussi quand on sature d'images Spielbergiennes. Je dirais pas que c'est le Spielberg le plus bizarre, mais il est clair que c'est celui qui est peut-être le moins bien fabriqué au scénario. Parce que les sujets et les traitements de ces sujets sont bizarrement agencés. Tu ne sais pas pourquoi, d'un coup, il y a des changements psychologiques, tu ne sais pas pourquoi, on a tous ces trucs avec les animaux, et qu'on a ces espèces d'objets là, de device, comme ils disent dans le récit, qui permet de faire n'importe quoi. Tout ça est un petit peu foufou, un petit peu, voilà, c'est un peu en chaos total, tout en étant, voilà, une espèce de best-of mal branlé de moments Spielbergiens. Adrien Denouette disait que c'était un rembobinage de ses plus grands succès. Et il y a un côté un peu comme ça, quand on voit la scène du train où on a la voiture qui se fait pousser par l'autre voiture contre le train. Ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Il y a une extension de cette scène, évidemment. C'est une scène qui ne sert pas à grand chose. Elle n'est pas moteur de quelque chose dans l'intrigue, elle est juste là pour de l'action. Et c'est souvent ce qu'on reproche à de mauvais films d'action. Donc Spielberg n'aurait pas été lucide vis-à-vis de cette scène, c'est possible. L'idée d'être extra lucide, ça on a vu ça dans Minority Report. Les aliens qui rentrent dans les tentes, certains ont dit que ça fait directement référence aux juifs dans les camps. Il y en a qui sont créatifs dans leur décryptage. Le MacGuffin en folie. Alors là, le device, il faut que je revienne un peu dessus, mais c'est... Alors déjà, le device est un MacGuffin. Il ne sert à rien dans le récit qu'à faire avancer le récit. C'est tout. Il n'a aucune autre fonction. Pour moi, c'est guère plus qu'un joker pour faire bouger une situation d'un potard à un autre, et sans qu'on ait les règles de cet objet. Alors il peut servir à tout. Et donc, il devient un objet de collage artificiel des différentes scènes et des différentes situations. Les hommes de Wardex ont détruit tous les générateurs de lumière, pas de souci. Le device va réactiver toutes les lumières du studio. Pourquoi ? On ne sait pas. Et ce genre de procédé, on a, je pense, du mal à l'accepter maintenant. On veut croire, encore une fois, dans ce que nous voyons. Rien comprendre à certaines scènes ne veut pas dire que c'est pour autant passionnant. Voilà, ne rien comprendre, ça veut dire qu'il y aurait un terrain pour questionner, un terrain pour le dialogue. Mais pour moi, s'il n'y a que du dialogue avec sa propre filmographie, ça ne vaut guère plus que The Fabelmans. Et je n'avais pas forcément apprécié The Fabelmans. J'ai même trouvé le film un peu pathétique. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce registre avec ce film-là. Cette espèce d'absolue volonté de tout lier, tout ça est un petit peu... Ou de trouver des références, des fois, je suis pas sûr qu'il ait pensé à ça, mais pourquoi pas, mais tout ça est un peu vain, ça donne l'impression d'être un espèce de savant, voilà, de faire le chevalier savant, et oui, tu sais que cette scène, ça fait rappeler... Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Mais vraiment, qu'est-ce qu'on s'en fout, hein ? Si on n'a pas d'émotion, ça sert à rien, hein, de nous dire que oui, le contrôle à distance et le dialogue à distance, on l'a déjà vu dans Star Wars de Rian Johnson, donc c'est peut-être une... On s'en fout.
hein, c'est pour faire miroiter ta culture auprès des autres, c'est pour gonfler comme un gros poulet, hein, qui est en train de pondre un œuf, qu'est-ce qu'on en a à battre, quoi. Vraiment, hein, il faut cultiver l'émotion intérieure de soi quand on a un film. Et bien sûr, pour cela, il faut voir les films, hein, il faut s'engager dans des films, parce que si on en voit, ou on en voit trop peu, ou on en voit toujours du même calibre, eh bien et qu'on ne trouve rien, eh bien on va commencer à désespérer et se dire, peut-être le cinéma c'est pas pour moi. Il faut tenter, voilà. Donc c'est en ça aussi que moi j'ai tenté ce Spielberg, et j'avais même tendance à vouloir croire à ce que je voyais, et à trouver les émotions, mais je ne les ai pas trouvées. Mais je ne les ai pas trouvées aussi, Spielberg ne m'arrange pas l'affaire non plus, hein. Le personnage te dit littéralement « Je vais pas te le dire, je vais te le montrer ». Pourquoi tu nous le dis, espèce de crétin. Ou l'autre passage aussi qui était terrible. On rentre dans une maison. Voilà, et c'est vraiment un moment à la fin de IA. De AI, vous savez, intelligence artificielle. À la fin, il y a le petit garçon qui revient dans sa maison d'enfance, hein, on va dire, de périple, et il va être bordé par sa mère. Il y a un moment très cocon joyeux, enfin il y a un truc très très beau dans les lumières diffuses, chaleureux, voilà, et humain, organique, il y a quelque chose de très très beau, et Spielberg nous le refait sentir comme ça, mais bon, moi je n'ai rien ressenti, ça ne m'a pas engagé du tout, mais j'attendais à être engagé, et tout d'un coup, eh bien, je pense que le film cherche à créer cette force familiale, et on arrive dans une chambre, et il y a le personnage d'Emily Blunt qui dit « C'est ma chambre ». Mais ne le dis pas, putain de merde, montre-le, ne le dis pas. Spielberg est connu pour être celui qui justement travaille le show don't tell, le montre, ne le dis pas. Mais pourquoi tu nous le dis ? Moi, quand je vois ça, je me dis, là, Spielberg, il a plus confiance dans son spectateur. C'est pas possible de dire ça à ce moment-là. Et en plus, mais c'est dingue, parce que juste après, elle fait des gestes de se reconnecter avec le décor. Elle passe sa main sur, je crois, la cheminée ou des étagères pour ressentir cette étagère qu'elle a tant utilisée dans son enfance. Le geste suffirait. T'as pas besoin de nous le dire avant. On le voit. Donc moi je comprends pas, voilà. Je comprends pas ça. Là je me dis Spielberg, il y a quelque chose qui a été perdu là-dedans. Il ne fait plus confiance, voilà. Et en plus vraiment on est sur un moment, voilà, c'est là où le film il commençait à être autre chose qu'une course-poursuite à la con. C'est que la maison va amener après une sorte de révélation, une révélation féerique, où on va avoir, et vous l'avez vu dans la bande-annonce, hein, une personne qui va se déplacer dans une forêt et on va rencontrer une maison féerique. Bien évidemment, cette maison féerique, c'est pas un truc gratos, c'est le vaisseau alien, hein, voilà. Et là, donc c'est un peu la maison, comme ça avait été évoqué dans Capture Max, c'est la maison de Hansel et Gretel, hein, c'est la maison, vous savez, attrayante avec des bonbons de tous les côtés, hein, mais de l'extérieur, la maison est toujours attrayante. C'est quand on est à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein. Je crois me souvenir que Rafik Djoumi avait du mal à percevoir que la maison de Hansel et Gretel était perçue négativement. Elle n'est jamais perçue négativement à l'extérieur. Elle est perçue négativement à l'intérieur. Et je pense que Spielberg a très bien fait de jouer sur ça parce que les couleurs chaleureuses de la lumière écrasante, qui est bien sûr la lumière du vaisseau, mais sous couvert d'un décor de maison, transparaît à l'extérieur. On a l'impression d'aller au paradis. Et quand on est à l'intérieur, les lumières sont beaucoup plus froides, mais ce n'est pas pour autant filmé comme un cauchemar. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort. On a ce fameux plan de morphing qu'on a déjà vu dans la bande-annonce et qui nous indique vraiment tout. C'est-à-dire qu'on a l'image féerique qui devient cauchemar, qui devient celle d'une étrangeté. Mais pour autant, ça aurait pu être un cauchemar. Mais Spielberg ne le met pas en scène ainsi. Par le mouvement des mains des aliens, sur le corps, sur le visage des personnages, des deux petits-enfants, les plans, le choix des plans, la musique très légère rend beaucoup plus doux les aliens. Et finalement en fait, non pas des créatures dangereuses, mais des créatures innocentes et plutôt amicales, qui vont faire quelque chose à ces deux enfants pour connecter un petit peu ces enfants au monde. Bon. Au-delà, bien sûr, de perspectives politiques, de perspectives symboliques, il y a l'émotion.
L'émotion serait peut-être liée à la vérité parce que voilà, il n'y a pas d'émotion, de rapport de couple, tout ça, ça n'existe pas. Il faut aller chercher l'émotion. Mais je pense que l'émotion chez Spielberg vient des situations et pas des personnages. Parce que si les situations viennent des personnages, eh bien ça va faire mal au cul parce que c'est très manichéiste, avec les gens en noir, vraiment les Men in Black. Et les gentils, il y a une espèce de naïveté répétée qui pourrait passer pour d'un mauvais gimmick tellement c'est attendu chez Spielberg, mais c'est une marque aussi de fabrique, on vient le voir pour quelque chose qui est doux chez Spielberg. Et bien sûr, il y a un côté très américain, on se veut voilà, broder un truc autour du monde entier, mais finalement les deux élus ils sont américains. Et donc ces personnages vont converger dans un montage alterné, on va suivre tantôt Daniel, et tantôt Margaret qui vont tout d'un coup se rencontrer et pour créer des chocs à pic pour amener justement le Messie dans un état de révélation. L'empathie est un super pouvoir dans généralement les films de Spielberg. Il persiste à croire dans la bonté humaine. Et j'espère qu'en cela, il ne pensait pas nous faire vivre quelque chose de similaire dans les scènes avec Margaret qui parle aux gens. Vous savez, la scène où elle dit « Oui, appelle la police » ou « Dis à ton grand-père que tu l'aimes » ou des trucs comme ça. Ou cette espèce de moment absolument hallucinant où on a des chants contre chants avec des gens et elle leur dit des trucs et eux ils y croient et tout ça, mais vous savez vraiment Jésus, c'est à peine caché, mais là c'est pas de l'empathie en fait, ça ne l'est pas de l'empathie, c'est de l'autorité extra-lucide, c'est sectaire en fait, c'est de la religion, c'est pas de l'empathie désintéressée, l'empathie est désintéressée. Au moment même où on le travaille comme un rapport messianique et d'adoration, c'est de la religion. Or, l'empathie dépasse largement le cadre religieux et le cadre sectaire. Ce que le film est. On force une action. Ça n'a rien à voir avec de l'empathie naturelle. C'est très artificiel, c'est très factice. Et ça n'a pas du tout marché pour moi. En plus, c'est vraiment des lourds effets. Vous avez des effets couler chauffe comme ça, les fameux Spielberg face là. Oh là 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 là. Oh, c'est lourd de fou. Oh, ça n'a pas du tout marché pour moi. Je me dis, qu'est-ce que c'est ringard. C'est ringard. On a une collection de Spielberg face à la fin, c'est ridicule. Même le copain de Margaret, il est là il est en train de faire son uluberlu, mais on s'en fout. Alors il faut bien un truc comme ça pour réunir le monde entier et l'empêcher d'entrer en guerre, parce qu'il y a cette guerre qui est évoquée dans les médias, mais à peine ressentie. Oui, alors notre monde, il est violent. Ah bah oui, très bien. Oui, là, parce qu'il y a un coup de pied contre la caméra au début. Non mais... entre le fait qu'il y a une globalité visible et un ressenti de violence, il y a un monde. Surtout que, rappelons-le, pour les crétins qui commencent à dire « Oui, alors le film, il commence par de la violence. » On est sur du catch. Et je pense que les gens qui l'assimilent à de la violence pure, c'est-à-dire à des guerres ou à des guerres mondiales, je pense que ce sont des gens qui ne savent pas ce que c'est que du catch. C'est un spectacle théâtral, sportif. Ce n'est pas de la violence, c'est de la non-violence. Et les catcheurs seront les premiers à vous le dire. C'est du théâtre. On aurait pu commencer par des voyous qui agressent quelqu'un dans la rue. Ah bah là, ce serait de la violence. Mais là, ça fait vraiment le papy Spielberg qui ne sait pas de quoi il parle. C'est assez de la violence pour les petits, comme on entend. Vous savez, les jeux vidéo, ça rend violent. Non, mais il faut arrêter de mélanger les types de violence. Par contre, on peut dire, on commence par un spectacle, une mise en scène. Voilà, on peut commencer par une mise en scène théâtrale. On pourrait dire qu'on commence par une mise en scène théâtrale d'une violence. Ça, c'est vrai. Mais il ne faut pas commencer à dire « Oui, on commence avec de la violence » et après mélanger avec la guerre mondiale. Ça, on n'est absolument pas sur les mêmes registres. Alors les gens j'entends certaines critiques sur le film sur Letterboxd, je pense que la personne devrait, en effet, comme elle l'a dit dans son texte, revoir le film d'urgence, parce que là, c'est un petit peu malaisant. Surtout pour des gens qui se veulent être des décrypteurs. Le don des langues, moi je trouvais ça intéressant, moi je suis assez sensible à la Tour de Babel, au mythe de la Tour de Babel. Le don des langues est au final pour réunir des humanités dispersées, et ça crée l'avènement d'un messie. Mais là, dans ce cas-là, c'est d'une messie, puisque c'est Margaret. Mais déjà, ça avait du mal à exister, je trouve, dans le film. Je trouve que c'est un peu branlant, je pense que je n'y crois pas.
la façon dont c'est présenté. Et je pense que là, c'est pas forcément de la mise en scène. Spielberg travaille bien sa caméra et il y a ce qu'il faut. Mais je pense qu'il y a vraiment un souci d'écriture de situation. Bon, tout ça en religion, c'est pour observer la religion dans le film, une spiritualité. Bon, tout ça, on se demande, ouais, ok, bon, il y a un travail religieux, très bien. Et alors ? Ce n'est pas parce que j'observe des motifs religieux dans le film que je vais me sentir plus engagé. Le film devient plus un jeu de décryptage qu'une histoire bien racontée avec de l'émotion. Décryptage va pour un temps, mais à un moment, il faut que ça devienne de l'émotion. Et pas que ça devienne de l'émotion parce que j'ai décrypté. Je veux dire que le décryptage devienne l'émotion première, là, il y a 1000 personnes qui sauront, et tout le reste restera comme ça sur le bas-côté. C'est pas possible, on peut pas faire tenir un film sur ça. Ou alors c'est pas un film qui coûte 100 millions, c'est un film qui coûte 10 millions. Voilà. Donc là, on est sur des registres différents, quoi. Et les gens, justement, qui ont trouvé de l'émotion dans le décryptage, quand ils essaieront de le communiquer, ils se sentiront bien seuls, parce que souvent, le décryptage, c'est lourd et ça crée pas d'émotion. J'en reviens à ce fameux mot qui est largué comme ça, balancé à la fin du film, « écoutez ». Voilà, il faut vous écouter, il faut écouter le monde. Très bien. Bon, il se trouve que le Disclosure Day, il est à la fin, mais que c'est même pas le moment fort. Et que quand le moment devrait être fort, il s'arrête. Et moi, je me suis dit, non, mais c'est pas possible de faire ça. C'est criminel. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais les conséquences. On ne sait pas, voilà. C'est balancé comme ça et on est incapable de se dire, oui, c'est à la suggestion du spectateur. Non, mais à un moment, c'est ridicule. C'est ridicule. Tout ça, c'est ridicule. Et donc, je me suis dit, mais il y a peut-être des critiques qui ont travaillé sur le sujet, et il y a une parole de Josué Morel de Criticat qui évoque un peu ce sujet. Je vais vous citer, je vais vous faire une petite citation de ce texte-là, donc sur le site Criticat. Donc, le texte de l'article de Josué Morel. Le Disclosure prend ainsi la forme d'une messe télévisuelle qui repose sur une foi profonde en la croyance de son public, plutôt qu'une acmé spectaculaire. Le dénouement nous place dans la position d'un téléspectateur découvrant en direct la rencontre matérielle d'un imaginaire ufoïste, assez éculé, les petits hommes verts ou gris de Roswell, et du monde réel. Le pari valait bien une messe. Si cette conclusion s'avère aussi désarmante, c'est parce que la mise en scène ne s'articule pas autour d'un ravissement comparable au spectacle visuel et sonore de la fin du Rencontre du troisième type, mais d'une convergence à nouveau des différents protagonistes qui se regroupent et s'arrêtent dans une position de spectateur, mus par une volonté tenant de l'inexplicable. Je pense qu'il n'a pas réussi, si c'est bien sa volonté, à créer de l'émotion autour de cela. Que les émotions soient palpables dans les personnages au sein du film, c'est normal, mais pour le spectateur, je trouve que c'est quelque chose de très très tortueux. Il y a des moments qui auraient pu être forts, mais qui tombent totalement. Quand le Noah Scanlon, qui est joué par Colin Firth, laisse Margaret faire son speech, et arrête de combattre en fait cette révélation, ça aurait pu être une scène forte. Je pense que c'est une bonne scène avec la confrontation avec l'autre chef de service de sécurité qui range son arme et qui part. C'est-à-dire qu'il abandonne. Il veut aussi permettre cette révélation. Mais finalement, ça tombe à l'eau. Il y a quelque chose qui manque là-dedans. Vraiment. Le film, profondément humain, mais arrêté, on l'entend tellement que ça sert plus à rien, quoi. Oui, alors le Noah Scanlon, moi, Colin Firth, ça marche pas. Ça marche pas, il y a un truc qui va pas. Je n'ai pas du tout été convaincu. Et la pauvre Jane, alors elle, je crois que c'est elle qui détient la palme. Elle est drop à la fin. Pendant un moment du récit, elle est là. Puis tout d'un coup, il y a Margaret qui prend le relais. Jane, elle est complètement mise sur le côté. Et elle revient à la fin, comme ça, de façon tellement gratuite. Ça sert à rien. Elle n'est pas tenue scénaristiquement dans le film. Elle aurait pu intégrer la troupe là, des trois, donc de Daniel, Margaret et Hugo, donc le fabricant de la maison, à la fin. Mais non, elle est pas invitée à la fête. Je trouve ça... Là, on voit encore une fois les différentes versions qui s'entrechoquent.
c'est très gênant. Ouais, c'est un film scénaristiquement gênant. Après, on a toujours cette légèreté des corps, cette corporalité slapstick chez Spielberg, avec, vous savez, cette scène où les corps se confrontent à des objets invisibles. On est toujours content de voir ces séquences exister, mais sinon, oh là 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 là, au secours. Mais ce n'est pas du fait que ça soit mal fait, hein, encore une fois. On a de belles images, là, avec Janusz Kaminski, du 35 mm très très beau. On ne cherche pas le spectaculaire, mais le film peut s'en passer. On a des montages internes avec des mouvements dans les plans, tout ça fonctionne très bien. Hein. Ce n'est pas parce que c'est précis que c'est bien, hein, mais c'est souvent des choses sur des situations qui sont nulles. Hein. On dit voilà que Spielberg est fort avec la caméra et tout ça, mais encore heureux. Hein, mais ça ne fait pas tout. Il y a un équilibre entre plein d'éléments pour que les films fonctionnent. Nous dire et s'exprimer pour la 50e fois, oui, regardez, il fait des reflets, des surimpressions et des visages à travers des surfaces et ci et ça, mais tout ça on l'a déjà vu et que ça commence à être vraiment un gimmick plus qu'autre chose, c'est surfait, sursignifiant, ça te hurle que ça veut dire quelque chose. Il faut essayer de trouver quoi, alors on se pose des questions et on loupe des choses parce qu'en même temps il faut qu'on se cherche l'émotion là-dedans. Je trouve ça de moins en moins organique. On dirait un De Palma tout coincé dans ses mouvements précis, sous ça, c'est lourd, ça peut vraiment être très lourd. Bon, c'est une façon de faire des films, hein, j'entends. Hein. Et même moi, j'aurais peut-être tendance à le faire comme ça. Mais je suis tout à fait conscient aussi que ça peut casser les couilles quand on commence à voir la chose. Et j'ai difficilement été ému parce qu'il y avait un mouvement de caméra. Souvent, je suis ému parce qu'il y a un choix de cadrage qui amène à l'émotion. Mais là, vous savez, c'est ces trucs sursignifiants où on arrive au début du film dans une scène où il y a une espèce de magouille qui se passe dans un hangar. Et on a la caméra qui se détache d'un intérêt pour après se mettre derrière une porte de voiture qui est ouverte et on va regarder un personnage à travers la vitre de la porte et on se demande pourquoi. Voilà, on se dit, ok, oui, c'est un cadre dans le cadre. Vous voyez, à un moment, tout ça, ça donne des choses étranges par moment. Voilà. Puisqu'on veut tellement sursignifier des cadrages, des mouvements, que des fois, il y a des trucs qui déconnent. On a l'approche des barrières de campagne, hein, sur le champ agricole, quand il y a Daniel qui veut se rapprocher de la maison pour récupérer une voiture. Eh bien, il est 2 fois devant la même barrière. On a une première fois où il voit qu'il y a des gens qui arrivent, et une deuxième fois, c'est la même barrière, et après, il va passer derrière cette barrière pour prendre la voiture. Et on se dit, ok, 2 fois, il se rapproche de la même barrière. Il n'y a pas un problème, là Il n'y a pas un problème spatial et d'action? Ben, on dirait que non. Très bien, très bien. Spielberg ne l'aurait jamais laissé passer à une certaine époque, mais bon, très bien. Ou des choses complètement aberrantes au son, comme la scène de la falaise. Les mecs, ils sont cachés derrière un rocher à 2 mètres de la voiture des méchants. Personne ne les voit se barrer. Et personne ne les entend se barrer. Et parler même, ils parlent. Mais c'est fou. Tu te dis non mais pitié, essayez quand même de faire... de créer un peu de distance, c'est ridicule. Il y a des scènes ridicules dans ce film, voilà. Ou des scènes très gênantes, hein. Vous savez, on a la scène de la voiture quand il y a Margaret qui part au boulot. Et on a une espèce de vieille musique complètement démodée qui dit il y a 15 ans, j'ai l'impression. C'est ringard. Voilà, c'est des scènes... on se dit, ouais, là, on n'est plus chez Spielberg. Là, on est sur un réalisateur de 2e équipe, là. C'est des choix bizarres. Et le pompon et évidemment les images féeriques avec les animaux et les oiseaux. On dirait un autre film en fait. Je trouve que ça a du mal, cette imagerie a du mal à coexister avec l'imagerie des aliens, l'imagerie de la religion. C'est très très bizarre. Hein. Ce truc d'oiseau cardinal là, oh là 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 là. Bon, au-delà d'une imagerie peut-être de conte, on ne sait pas trop quoi en faire, les effets spéciaux sont pas très bien, alors on a le cerf qui devient l'alien et tout ça, à la limite le morphing est une belle idée de plan, mais on n'en fait pas grand-chose de plus, c'est plus des points de passage. Alors c'est amusant d'entendre certains critiques qui ont dit oui les animaux, ils sont volontairement mal faits, hein.
Parce que c'est tellement mal fait que ça en devient un élément de réalisation, en nous montrant, regardez, c'est des animaux, mais ça n'en est pas vraiment. Non, mais c'est bien de sauver les meubles. Hein. Il y a des gens dédiés à Spielberg, c'est formidable, mais à un moment, il faut appeler un chat. Hein. Parce que vous allez, je ne pense pas qu'à ce moment-là, à la fin du film, vous allez défendre les plans dégueulasses d'Alien. Hein. Parce qu'à un moment, à la fin du film, il y a un alien. Voilà. Et c'est des plans aussi dégueulasses que ceux d'Indiana Jones et le crâne de cristal. Donc à un moment, il faut arrêter. Hein. Vis-à-vis de la musique, nous avons notre pote John Williams qui est revenu alors que je pense que vraiment il ne voulait pas le faire. Il avait même soumis une liste de compositeurs à Spielberg. Mais Spielberg, ça serait bien que tu le fasses. Le résultat est que la musique de John Williams n'est pas présente. Mais elle n'est pas présente, c'était conscient. Hein. Il souhaitait que la musique ne guide pas le film. Qu'elle ne mène pas, mais qu'elle accompagne. Elle est très légère, très silencieuse. C'est la musique d'un vieux monsieur, j'ai envie de dire. C'est la musique d'un vieux monsieur, tout simplement. Est-ce dans ce cas-là un film de vieux monsieur ? On commence à sentir des fêlures, mais comme pour beaucoup des réalisateurs de cet âge-là, hein, de cette génération. Hein. Je ne dirais pas que c'est une histoire prévisible, je ne dirais pas que c'est une arnaque non plus, mais je pense que il y a pour ma part une lassitude d'une certaine formule Spielberg. Il ne sort pas des films très souvent, mais oui, il y a vraiment une lassitude. Moi, je lui mets 12 sur 20, vraiment. C'est factuellement bien fait, mais quel non-engagement j'ai eu. Moi, je n'ai rien retiré. Je ne retire rien du film, vraiment, alors que j'aurais souhaité. Est-ce qu'il sera compris dans plusieurs années ? Les paris sont ouverts, mesdames et messieurs. Par exemple, je crois que tout le monde s'en fout de Ready Player One aujourd'hui. Hein. Il y avait un ami qui me disait que non, ça va être évalué. On va voir. Moi, je suis prêt à donner les paris. Il va être évalué dans quelques années et va retomber dans l'oubli dans quelques années suivantes. Hein. C'est comme Matrix. Hein. Là, aujourd'hui, j'ai entendu des jeunes, hein, des gens qui ont 20 ans, ils voient Matrix, ils rient aux éclats. Hein. Pour eux, c'est des nanars. Hein. Donc, je pense pas que Disclosure Day va survivre dans le temps. Hein. Mais à voir. Hein. À voir, mais je pense que tout ça, ça va s'effondrer comme un château de cartes. Spielberg sera toujours très apprécié, hein, mais franchement, il y a plein de films, et ils n'existent pas. Et je pense que Disclosure Day fera partie de ces films. Bien sûr, les universitaires et les décrypteurs fous auront toujours beaucoup de choses à dire, et ce film-là sera un film important. Mais honnêtement, je crois que pour le public en général, ce film-là ne vaudra pas un copec. J'ai terminé ma critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Ah oui, je tape un peu là, parce que là ça suffit. À un moment, il faut faire confiance aussi à ses émotions. Si j'ai pas eu d'émotion dans ce film, il faut que je le dise, et que je me pose la question de pourquoi. Alors, c'est bien sûr, cette critique, elle est faite quelques jours après avoir vu le film, donc il y a des choses qui vont être reposées, il y a des dialogues avec des gens que je n'ai pas eus, donc tout ça est sujet à évoluer, mais à un moment, quand je vous livre voilà ce que je ressens et mon retour, je me dois d'être honnête. Je ne suis pas là pour faire des vues, je ne suis pas là pour avoir des sponsors NordVPN ou CyberGhost VPN ou je sais pas quoi, donc je suis libre de penser et de dire ce que je veux. Et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à investir l'espace des commentaires pour me poser des questions ou me dire ce que vous avez ressenti devant le film. S'il y a vraiment des moments où vous avez été empli d'émotions, si par exemple c'est chant contre chant avec les différentes personnes où Margaret passe et leur dit des choses, ça vous a vraiment beaucoup touché, n'hésitez pas à me le dire, hein, que je puisse percevoir en fait nos points de divergence. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie pour votre confiance. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!